clairement euh, intellectualisé, en tout cas théorisé, un certain nombre de pouvoirs qui sont centralisés, qui n'arrivent pas à fonctionner avec le principe de subsidiarité ou de volontariat, qui doivent être traités autrement. Et souvent, dans beaucoup d'entreprises, comme ils ne sont pas théorisés, ils sont traités par les mêmes. C'est le pouvoir de promouvoir, le pouvoir d'augmenter les salaires, le pouvoir de recruter, le pouvoir de virer les gens, le pouvoir de choisir des priorités stratégiques et les priorités budgétaires. Ces 6 pouvoirs-là, nous, on est persuadés que tant qu'on ne fait pas une gouvernance des organisations par cercle, où ce pouvoir est réellement partagé, vous avez un biais phénoménal dans la capacité collaborative. Imaginons une organisation hyper cool, dans laquelle ces 6 pouvoirs sont toujours détenus par un fondateur. Est-ce que vous pensez réellement que les gens ne vont pas avoir des comportements biaisés si leur promotion, leur salaire, le fait de plaire ou pas plaire au fondateur est vital pour leur parcours de vie et leur parcours de carrière? Moi, je peux vous dire que c'est évident qu'ils vont avoir un comportement biaisé avec le fondateur ou avec le COMEX ou avec le CODIR qui a entre ses mains ces pouvoirs-là, puisque ces pouvoirs-là, ils sont trop importants pour créer une vraie relation horizontale. Si quelqu'un a la capacité de me virer s'il n'est pas content de moi, je ne vois pas comment je peux avoir une vraie relation horizontale avec lui. Donc nous, ce qu'on a fait, et c'est là où on va plus loin que beaucoup d'entreprises, il me semble, c'est que ces pouvoirs-là, on les a définis clairement, et on a créé des modalités de fonctionnement pour chacune. Les recrutements, comme à chaque fois, c'est un moment, il y a une équipe de volontaires qui se constitue pour chaque recrutement. Il y a un binôme RH et un expert métier qui va s'occuper de l'organisation, de la coordination du recrutement. Ensuite, il y a une équipe de volontaires qui se constitue de 6 à 12 personnes. Les coordinateurs s'assurent qu'il y a de la diversité. Et ensuite, toutes ces personnes contribuent au recrutement. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un système où vous avez des gens des métiers très, très, très différents qui viennent recruter. Et tout le monde a un droit de veto. C'est-à-dire que on utilise les modes de fonctionnement de la sociocratie où en finale il y a une délibération collective, il y a plusieurs tours, à un moment tout le monde a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, tout le monde s'influence sur ce qu'il a perçu du candidat ou de la candidate évidemment, et à la fin il y a toujours un niveau de conviction qui peut être 100% pour une personne, ça c'est facile, mais quand il y a une majorité forte qui se dégage avec une minorité qui n'est pas aussi convaincue ou qui n'a pas la même candidature en priorité, on fait un dernier tour en disant aux personnes qui sont minoritaires, est-ce que vous mettez votre droit de veto? Et ça, c'est fondamental aussi dans ce type d'organisation parce qu'il y a un enjeu majeur, c'est la solidarité. Et à partir du moment qu'on n'utilise pas son droit de veto, ça veut dire, qu'est-ce que je dis au corps social, au reste de l'équipe? Je n'ai pas le même niveau de conviction que vous, mais comme je vois qu'une majorité de gens a ce niveau de conviction, je fais confiance à votre intelligence collective et donc je ne m'oppose pas à cette décision, donc j'en deviens solidaire. Je ne peux pas dire quelques mois après, je vous avais dit que cette personne n'était pas au rendez-vous. Non. Si tu as été convaincu tripalement, et c'est déjà arrivé chez nous, et on a accompagné, tu mets ton droit de veto. Donc ça, c'est le principe. Ensuite, tous les autres cercles. Recrutement, investissement prioritaire, droit de virer. On a créé des cercles, on réunit l'équipe, on dit c'est quoi les missions de ce cercle, quelles sont les qualités humaines pour être membre de ce cercle, et ensuite on fait une élection sans candidat, du nombre de candidats qu'on a décidé pour chaque cercle. Et donc, des personnes sont élues pour un mandat de 2 ans et elles vont porter cette responsabilité. Ce qui veut dire que dans les faits, la politique de recrutement chez nous, elle est portée par 6 personnes élues par leur pairs. Alors, pour être totalement transparent, la RH et moi, on est encore membres de ce sujet-là qui est un des sujets les plus délicats dans la transformation, c'est pas les recrutements, pardon, les rémunérations, parce qu'il est déjà très technique et il est très sensible. Donc, on est encore membre de ce cercle-là, donc autoproclamé. Mais ça n'a pas vocation à perdurer. À un moment, quand on sentira que la maturité collective du groupe est là, les 6 membres seront tous élus sans candidat. On a un cercle investissement et on a aussi créé un cercle des sages qui est l'équivalent d'un conseil de discipline, qui est 2 personnes, parce que ça demande, par contre, ce sont des moments délicats, où on a 2 personnes qui ont été élues par leur pairs, donc élection sans candidat, toujours avec des logiques de parité, qui sont les seules personnes qui peuvent se saisir d'agissements qui sont hors des valeurs, parce que d'autres personnes leur ont dit, ou eux-mêmes ont vu des actions hors valeurs, ou des conflits larvés qui finissent par rendre le travail difficile des équipes, et qui peuvent prendre en dernier ressort la décision de se séparer de quelqu'un. Donc ça veut dire que moi, si on prend moi, un des fondateurs, je n'ai pas le pouvoir de recruter,
pas plus qu'un autre. Je peux participer à une équipe de recrutement et j'aurai une voix parmi d'autres. Je n'ai pas le pouvoir de rémunération, même si je suis membre de ce cercle-là. Je suis pas dans le cercle de pouvoir virer. Et donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que je n'ai plus de pouvoir concentré et je suis un membre parmi les autres qui va agir à certains endroits. Ce qui veut dire que dans les faits, théoriquement, quelqu'un par exemple, que moi je n'apprécie pas particulièrement parce qu'on peut pas être ami avec tout le monde, ça n'a aucune incidence sur son parcours dans l'entreprise si le corps social est très content de cette personne. Donc voilà, c'est juste pour finir, pardon, je finis. J'ai fait une digression, mais c'était important de mettre en place que c'est la gouvernance partagée chez nous. Et donc on voit bien que entre une entreprise cool et la gouvernance partagée, il y a des différences fondamentales. Encore une fois, je préfère être dans une entreprise cool que dans une vieille entreprise autocratique où il y a un patron qui est sanguinaire, qui gueule, voilà, on est d'accord. Pour autant, la distinction me paraît fondamentale. Pour moi, elles sont au milieu du gué, les entreprises cool. C'est-à-dire qu'elles ont créé une atmosphère de travail qui est plus sympa, sûrement plus respectueuse, avec plus de bienveillance, et c'est déjà bien, il y a plein de gens qui sont contents de ça. Mais c'est pas un changement total de paradigme. Si on veut aller à un changement total de paradigme, il faut réinventer la gouvernance et les organisations.